Les taches de couleur apparaissent quand ils sont ouverts et disparaissent quand ils sont fermés. Diverses couleurs peuvent être obtenues par un jeu entre les différents chromatophores. La palette de couleurs est très large. Mais le plus étonnant est que ces chromatophores sont commandés individuellement par le cerveau via un nerf ou peut-être plusieurs. Ces motifs complexes sont mis en place par un vaste système nerveux qui va de pair avec un cerveau extrêmement développé. Les céphalopodes d'aujourd'hui sont sans doute très intelligents, si l'on considère la taille de leur cerveau par rapport à celle du reste de leur corps. Ce ratio est un assez bon indicateur d'intelligence quand on compare différentes espèces. Le calmar, par exemple, est à peu près au niveau d'un oiseau, donc beaucoup plus avancé qu'un poisson. Dans 200 millions d'années, le calmar sera extrêmement intelligent s'il continue à développer son système nerveux central comme il l'a toujours fait. Les calmars du futur fabriquent des motifs très complexes. Ils utilisent l'intégralité de leur corps comme un écran vidéo géant pour communiquer avec leurs congénères. Certaines espèces possèdent, en plus de leurs chromatophores, des substances bioluminescentes. Elles illuminent ainsi la nuit abyssale avec un véritable feu d'artifice. Les mâles se rencontrent en un lieu donné pour parader devant les femelles. Ils arborent alors leur habit de couleur qui fait valoir leur qualité de chasseurs. Seuls les mâles capables d'élaborer des motifs complexes ont une chance de se reproduire. L'océan planétaire est bien plus chaud que les mers de l'ère humaine. Comme dans toute eau tropicale, les ouragans violents y sont fréquents. Les ouragans les plus forts qu'on connaisse aujourd'hui atteignent 270 km/h. Mais ils pourraient très bien atteindre 350 ou 400 km/h sur des océans plus chauds. Prenez un ouragan tel que ceux qu'on connaît de nos jours en Floride et ajoutez 50% de tout en plus. 50% de vent, de pluie, de puissance en plus. Les habitants des mers et des terres sont sans défense face à ces super ouragans. Les vents exilent leurs victimes loin dans les terres, en les transportant par-dessus les longues chaînes de montagnes qui bordent la côte est du continent. Lorsque la tempête se lève enfin, les animaux marins se retrouvent dans le désert apparemment sans fin du supercontinent Pangée 2, sans aucune chance de survie. Nous sommes dans la région la plus chaude du désert, cachée derrière le massif montagneux. Les vents libérant toute l'eau dont ils sont chargés sur les pentes des montagnes, l'arrière-pays est désespérément sec. Chaque année, un nombre impressionnant d'oiseaux échoue ici. Au fil du temps, ils sont devenus une composante à part entière de la chaîne alimentaire de cette région aride. Les poussectes, par exemple, se nourrissent exclusivement d'oiseaux. Lorsqu'un ouragan apporte des oissons, il faut que les animaux du désert soient dotés d'un système sensoriel très élaboré pour pouvoir détecter cette source d'approvisionnement et s'y rendre très vite, quelle que soit la distance. Certains insectes de l'ère humaine possédaient un système sensoriel très fin dans leurs antennes, mais ces appendices très grands limitaient leur pénétration dans l'air.
Le corps des pousectes est couvert d'un très grand nombre de poils olfactifs capables de détecter une trace même infime des substances chimiques produites par le corps des oissons en putréfaction. Ces animaux peuvent rabattre les poils sensoriels de leurs ailes comme des antennes afin d'améliorer leur pénétration dans l'air. Leur corps en forme d'oignon, aérodynamique, est assez grand pour loger des réserves énergétiques. Mais malgré tout, le poussecte ne peut voler que 24 heures d'affilée. Dans l'immensité du désert, cela ne suffit pas toujours pour dénicher un cadavre d'oisson. D'autant que même s'il a atteint son but, le poussecte ne peut pas forcément passer à table. L'oisson est déjà pris par un ver corrosif. Le poussecte doit abandonner son projet et se remettre en chasse. Les poussectes sentent de très loin l'odeur d'un cadavre d'oisson. La nourriture est si rare que les luttes sont inévitables. Pour le poussecte sorti vainqueur, c'est la fin du voyage. Son corps épuisé explose pour libérer des vers corrosifs. Ces vers sont les larves du poussecte. Ils se sont développés à partir d'œufs dans les entrailles de leur mère. À peine libérés, les vers prennent possession du cadavre de l'oisson où ils achèveront leur mue. Une fois devenus poussectes, ils quitteront le cadavre avant que le soleil ne finisse de le dessécher. Ce désert est gigantesque. Mais une région de la planète est restée verte. Sur la côte nord-ouest du supercontinent, des pluies diluviennes donnent naissance à une végétation luxuriante. Des arbres géants, principalement des conifères, forment une forêt. Un des oissons de mer ont quitté l'océan. Ils vivent en permanence dans la forêt. Ils passent la nuit tête renversée, suspendus aux branches. Les oissons qui n'ont pas rejoint leur dortoir avant la tombée de la nuit se trouvent en grand danger. Leur plus grand ennemi est le suceur rampant. Nuit après nuit, de nombreux retardataires sont victimes du chasseur gluant. Le suceur rampant est une des visions futuristes les plus merveilleuses. Il y en a déjà partout. Il suffit de savoir où chercher. On les rencontre notamment les jours d'humidité. Ils rampent lentement mais sûrement sur le sol des forêts. Le myxomycète de l'ère humaine ne correspondait pas à un seul organisme, mais à une réunion de millions d'êtres unicellulaires. Ces prédateurs rampants se nourrissaient d'autres organismes unicellulaires. 200 millions d'années plus tard, ils ont atteint un degré d'organisation plus élevé et s'en prennent à des proies beaucoup plus importantes. La chose qui vient de s'emparer du pauvre oisson qui ne se méfiait de rien est un descendant géant et très organisé des myxomycètes. Mais même les suceurs rampants ont besoin de se reproduire et de conquérir de nouveaux territoires. Pour arriver à leur fin, ils s'assurent de l'aide d'un géant de la forêt tropicale. Le calmar géant des forêts est un descendant des petits calmars marins. Ses premiers ancêtres vivant hors de l'eau se mouvaient laborieusement sur leurs longues tentacules. Peu à peu, celles-ci se sont transformées
en jambes plus stables. Le calmar géant n'a pas de squelette. Mais quand on pèse 8 tonnes, on ne peut pas se passer d'un support quel qu'il soit. Les jambes sont faites uniquement de muscles. Lorsque le calmar déplace son poids sur l'une d'elles, elle se contracte en anneaux compacts qui soutiennent tout le corps. Les grands animaux, les grands mammifères par exemple, ont généralement 2 ou 4 jambes. Le calmar géant, lui, en a 8. Bien qu'il ressemble à des animaux connus, il se déplace d'une toute autre manière. Il ne peut pas avancer toutes les jambes d'un même côté, sans quoi il tomberait. Il avance d'abord la jambe avant et la jambe arrière d'un même côté, en même temps que les jambes intermédiaires de l'autre côté. Ensuite, il avance ses autres jambes 2 par 2. De cette façon, il reste toujours en équilibre et ses jambes ne se gênent pas. Aucun animal contemporain ne marche de cette manière. Les 8 jambes du calmar lui servent certes à se déplacer, mais il a gardé 2 des tentacules de ses ancêtres pour saisir les objets et en particulier cueillir les fruits des lichens. Le calmar géant a développé des yeux qui reconnaissent très bien les couleurs. Même là où la lumière ne passe pas dans la forêt, il suffit qu'un objet soit coloré pour qu'il le détecte, aussi minuscule soit-il. Le suceur rampant en profite. Il prend l'aspect d'un fruit de lichen. Et le voilà dans l'estomac du calmar géant. Passager clandestin, il va utiliser son hôte pour voyager. Le parasite prend même le contrôle du cerveau du géant afin d'être sûr de parcourir de grandes distances. Le problème, c'est que le suceur rampant est à l'intérieur du calmar géant. Celui-ci peut parcourir de grandes distances et donc emmener le suceur rampant là où il ne pourrait pas aller par ses propres moyens. Mais une fois à destination, comment sortir de là ? Le moyen qu'on imagine ne relève pas de la science-fiction dans la mesure où on observe un phénomène similaire chez l'escargot. Sachant que le suceur rampant se compose de différentes cellules distinctes, on imagine que certaines cellules migreront vers le cerveau du calmar géant où elles provoqueront une inflammation qui modifiera le comportement de l'animal. Elle force le calmar géant à marcher sans s'arrêter. Parallèlement, d'autres cellules migrent vers les poches d'air du calmar et y produisent des sons. Il suffit alors que le géant éternue un bon coup pour propulser les cellules du myxomycète dans leur nouvel habitat. Lorsque la colonie finit par être expulsée, le calmar géant retrouve enfin la paix. Il a un mal de crâne terrible, mais ça passera vite, et il pourra de nouveau vaquer à ses affaires. Les calmars ont pu conquérir la Terre à la suite de l'extinction de masse de toutes les autres espèces rivales. La nature n'aime pas le vide. Des formes de vie radicalement nouvelles, aux propriétés, aux comportements inédits, sont donc apparues. Mais l'évolution offre aussi une stratégie de survie très particulière à certains organismes. Parfois, elle dote en effet certains êtres d'une intelligence qui leur permettra de s'adapter aux multiples exigences de leur environnement. À l'époque de l'homme, les céphalopodes étaient déjà des animaux relativement intelligents. 200 millions d'années plus tard, la turbulente pieuvre singe est le céphalopode terrestre le plus malin de tous. C'est une créature proche de la pieuvre, mais qui vit dans les arbres. Elle est à l'opposé du calmar géant. C'est un acrobate très rapide et très agile. Elle se balance d'une branche à l'autre à l'aide de ses grands tentacules. Elle jouit d'une souplesse que les vertébrés vivant dans les arbres ne pouvaient pas avoir. Les pieuvres singes ont une organisation sociale complexe. Les petits apprennent la vie en groupe par le jeu. Ils s'exercent aussi à la chasse. Cet poison des forêts ferait une proie très amusante.
Mais les petits n'ont manifestement pas encore compris que la jungle était dangereuse. De temps à autre, le calmar géant s'offre un petit extra avec une bouchée de viande. Mais les pieuvres singes ne vont pas abandonner leur petit à son triste sort. Elles sont peut-être plus petites que leurs impressionnants cousins, mais aussi plus malignes. Leur stratégie est simple. Bombarder l'agresseur de tout ce qui se trouve à portée de leurs tentacules. Elles détournent aussi bien son attention qu'elles parviennent à arracher leur petit d'un bond fulgurant. Je suis convaincu que si une intelligence continue à se développer dans 200 millions d'années, ce sera chez les céphalopodes. Une créature telle que la chimpanpieuvre n'est que la suite logique de l'évolution constante des céphalopodes. Ils n'ont cessé d'accroître et de perfectionner leur cerveau au cours des 3 derniers billions d'années. Il n'y a pas de raison que ça s'arrête. En 200 millions d'années, la vie s'est adaptée à un nouvel environnement, donnant ainsi naissance à une nouvelle espèce intelligente. La forêt sera-t-elle à nouveau le berceau d'une civilisation? Le hasard en décidera. Le hasard des mutations et des modifications de l'environnement. Notre propre espèce est le fruit d'une série de coïncidences. La plus décisive fut la disparition des dinosaures à la fin du Crétacé. Les petits mammifères qui étaient nos ancêtres ont survécu au bouleversement de cette période et ont eu la chance de pouvoir évoluer. L'évolution suivra-t-elle la voie que nous venons d'imaginer? Personne ne le sait. Mais selon ces lois, toutes ces créatures pourraient effectivement voir le jour, à moins que ne se développent d'autres êtres, bien plus fantastiques encore.